Tu t'occuperas du bar pendant le cocktail, puis tu aideras à servir le dîner, dit tante Patricia, sans lever les yeux de son téléphone, alors qu'elle faisait défiler ce que je supposais être des plans de table, des arrangements floraux ou quelques autres détails coûteux du mariage imminent de Vanessa. Nous étions assises à sa table de salle à manger. Le genre de monstre en acajou massif qui coûtait plus de 6 mois de mon loyer, entouré par ce genre de richesse désinvolte que j'avais côtoyé en grandissant sans jamais vraiment en faire partie. Ma mère s'agita mal à l'aise à côté de moi, et je pouvais sentir ses excuses silencieuses irradier dans l'espace qui nous séparait, mais elle ne dit rien, ne dirait rien, parce que Patricia était sa sœur aînée et que c'était simplement comme ça que les choses se passaient dans notre famille. Ce sera une bonne expérience pour toi, continua Patricia, levant enfin les yeux, avec ce sourire particulier qui n'atteignait jamais ses yeux, celui qui disait qu'elle me faisait une immense faveur en me permettant d'exister dans son orbite. Vanessa invite plusieurs personnes du secteur de l'hôtellerie, et on ne sait jamais qui tu pourrais rencontrer. Le réseautage, c'est tout, ma chérie. Ce terme affectueux m'a fait l'effet d'une gifle, poisseux de douceur et condescendant, et je sentis quelque chose se tordre dans ma poitrine, cette combinaison familière de blessures et d'humiliation que j'avalais depuis l'enfance. J'avais 27 ans, j'étais en 3e année de mon programme de doctorat, je cumulais 2 emplois pour me maintenir à flot tout en terminant ma thèse, survivant avec 4 heures de sommeil et le genre de détermination qui vient du fait de savoir que personne ne vous donnera rien. Patricia le savait, ou elle l'aurait su si elle avait jamais pris la peine de demander, mais pour elle, j'étais toujours la fille de sa pauvre sœur, celle qui avait besoin de conseils, d'opportunités et apparemment d'expérience pour servir des boissons aux mariages familiaux. Je ne suis pas sûre de pouvoir prendre congé, dis-je prudemment, essayant de garder ma voix égale et échouant à en dissimuler complètement l'épuisement. J'ai mon assistanat de recherche et les sessions de tutorat que je coordonne, et je suis vraiment à un point critique de ma thèse. Patricia fit un geste de la main dédaigneux, un geste qui réussit en quelque sorte à effacer des mois de mon travail et de ma planification minutieuse. Oh, je suis sûre que tes professeurs comprendront, c'est la famille. D'ailleurs, c'est le jour spécial de Vanessa, et elle t'a spécifiquement demandé. J'en doutais fort, sachant que l'opinion de ma cousine à mon égard n'avait jamais dépassé un vague dédain mêlé de pitié, mais je savais aussi ce que c'était vraiment, du travail gratuit déguisé en opportunité, la spécialité particulière de ma tante lorsqu'il s'agissait des branches moins fortunées de l'arbre généalogique. Ma mère tendit la main et serra la mienne sous la table, un geste qui se voulait réconfortant mais qui ressemblait plus à une supplique pour que je ne fasse pas de vagues, que je ne cause pas de problèmes, que je me contente de faire ce que Patricia voulait, parce que c'était plus facile que d'affronter la cruauté désinvolte qui avait caractérisé notre dynamique familiale d'aussi loin que je me souvienne. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Le schéma avait commencé si tôt que je pouvais à peine me souvenir d'une époque antérieure, quand j'avais 8 ans et Vanessa Dix, lorsque Patricia avait organisé une fête de Noël et passé toute la soirée à souligner à quel point Vanessa jouait magnifiquement du piano pendant que j'étais assise dans un coin avec un livre, sans mentionner que je venais de gagner le concours régional d'orthographe ou que mes professeurs m'avaient recommandé pour le programme pour surdoués. Le jeu de piano de Vanessa était au mieux médiocre, ce que même moi pouvais reconnaître à 8 ans. Mais Patricia avait engagé les meilleurs professeurs et l'instrument le plus cher, et cet investissement devait être mis en valeur, devait être validé, tandis que mes réussites scolaires ne coûtaient rien et ne signifiaient donc rien dans le calcul de la valeur qui régissait la vision du monde de ma tante. La comparaison est devenue un refrain constant tout au long de mon enfance et de mon adolescence.
chaque accomplissement mineur de Vanessa étant célébré par des fêtes élaborées et des cadeaux coûteux, tandis que mes succès authentiques étaient accueillis par des hochements de tête distraits et des commentaires sur le fait que j'étais intello, comme si l'intelligence sans la richesse était une sorte de malheureuse mutation génétique à ignorer poliment. Lorsque Vanessa a à peine obtenu un diplôme en communication d'une université privée médiocre après 6 ans et 3 changements de spécialisation, Patricia lui a organisé une fête au country club et lui a offert une nouvelle Mercedes, mais lorsque j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de l'Université d'État avec une double spécialisation en 3 ans et demi, tout en travaillant 20 heures par semaine, j'ai eu une carte avec $50 et un commentaire sur le fait que je devais être épuisée de travailler si dur, l'implication étant que mon épuisement était en quelque sorte de ma faute, une conséquence de ne pas avoir les ressources qu'une bonne planification et de meilleurs choix auraient fournis. Mes parents avaient fait de leur mieux, occupant tous deux des emplois stables de la classe moyenne, mon père en tant que cadre, intermédiaire dans une entreprise manufacturière et ma mère comme infirmière, mais ils n'avaient jamais eu les avantages de Patricia, n'avaient jamais fait le genre de mariage stratégique qu'elle avait fait en rencontrant Richard Thornton à une réception de charité et en s'assurant rapidement une position dans une tranche d'imposition qui a tout changé dans sa façon de se mouvoir dans le monde. Le fossé financier est devenu un gouffre que Patricia maniait comme une arme, chaque réunion de famille étant une occasion de nous rappeler ce qui nous manquait, chaque cadeau pour moi et mon jeune frère étant soigneusement calculé pour être juste un peu moins que ce qu'elle dépensait pour Vanessa, chaque invitation étant subordonnée à notre volonté de jouer les rôles qui nous étaient assignés dans sa hiérarchie sociale soigneusement construite. Je me souviens avoir été exclue de la fête des 16 ans de Vanessa parce que Patricia disait que c'était trop sophistiqué pour des cousines plus jeunes, même si je n'avais que 14 ans, et était parfaitement capable d'assister à une fête, mais 2 ans plus tard, quand elle a eu besoin d'aide pour organiser une collecte de fonds, j'étais soudain assez grande pour être utile, assez grande pour passer 6 heures à préparer des sacs cadeaux et à installer des chaises pendant que Vanessa se faisait coiffer. Le message était toujours clair et jamais explicitement formulé. J'existais dans le monde de Patricia pour remplir une fonction, pour être utile quand on avait besoin de moi, et invisible sinon, pour fournir un contraste qui mettait Vanessa en valeur par comparaison, pour être l'exemple de ce qui arrivait quand on ne se mariait pas bien, qu'on ne planifiait pas correctement ou qu'on n'avait pas le bon sens de naître dans de meilleures circonstances. 2 semaines avant le mariage, Patricia m'a appelé directement au lieu de passer par ma mère, ce qui aurait dû être mon premier avertissement que les exigences étaient sur le point de dépasser ce que même l'obligation familiale pouvait raisonnablement excuser. J'ai réfléchi au déroulement du service, dit-elle sans préambule, sa voix portant cette efficacité vive qu'elle utilisait lorsqu'elle déléguait des tâches à des personnes qu'elle considérait comme du personnel. Et nous aurons besoin de toi pour toute la journée, pas seulement pour le cocktail. La société de traiteurs fournit le personnel de cuisine, mais nous avons besoin de quelqu'un pour coordonner le service en salle, s'assurer que le champagne continue de couler, s'occuper de la table des cadeaux, ce genre de choses. J'étais debout dans la cuisine de mon appartement, entourée de piles de documents de recherche et de tasses de café de 3 jours, essayant de calculer combien d'heures je devrais demander de congé à la fois de mon assistanat et de mon travail de tutorat du soir. Et le nombre ne cessait d'augmenter avec chaque responsabilité supplémentaire que Patricia ajoutait à la liste. Je ne suis pas sûre de pouvoir prendre toute la journée, dis-je, essayant de garder ma voix stable même si je sentais la colère commencer à monter dans ma poitrine, chaude et familière. J'ai des étudiants qui dépendent des sessions de tutorat, et le Dr. Morrison a besoin de moi au laboratoire cette semaine pour la phase d'analyse des données. Patricia émit un son qui aurait pu être un rire s'il avait contenu le moindre humour. Ils peuvent sûrement se débrouiller sans toi pour une journée, c'est le mariage de ta cousine, c'est important. Et honnêtement, je pense que tu ne vois pas quelle opportunité c'est pour toi. Voilà encore ce mot,
Opportunité. Comme si être traitée comme une employée par ma propre famille était une sorte de cadeau dont je devrais être reconnaissante. Cela signifierait vraiment beaucoup pour Vanessa, continua Patricia, et je savais que c'était l'argument final, l'appel à la loyauté familiale, qui était censé me faire oublier que Vanessa m'avait à peine parlé en 3 ans, sauf pour faire des commentaires dédaigneux sur les étudiants diplômés et leur manque d'expérience du monde réel. Et bien sûr, il n'est pas question de te payer, tu es de la famille, mais vois ça comme du réseautage. Comme je l'ai déjà dit, tu rencontreras des gens qui pourraient être des contacts précieux. La supposition que je devrais donner une journée entière de mon temps, sacrifier des revenus dont j'avais désespérément besoin, perturber un travail qui comptait réellement pour mon avenir, tout cela pour la vague promesse de rencontrer des gens du cercle social de Vanessa qui me verraient exactement comme ce pour quoi j'étais positionnée, l'apparente pauvre faisant du service, fit craquer quelque chose en moi. Mais ma mère avait déjà appelé 2 fois cette semaine, la voix tendue par le stress, me demandant de s'il vous plaît faire ça, de ne pas rendre les choses difficiles, de me rappeler que la famille était importante, même quand la famille ne nous traitait pas comme nous le méritions, et j'étais si fatiguée d'être celle qui devait toujours être compréhensive, qui devait toujours plier, qui devait toujours ravaler la blessure et l'humiliation pour maintenir la paix. D'accord, m'entendis-je dire, le mot ayant un goût amer sur ma langue. Je serai là. Le soulagement de Patricia était audible et entièrement égocentrique. Aucune reconnaissance de ce que je sacrifiais, juste une transition immédiate vers la logistique sur ce que je devais porter, quand je devais arriver, et un rappel de m'assurer que j'avais l'air présentable parce que les apparences comptaient lors d'un événement comme celui-ci. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps dans ma cuisine, à regarder mes documents de thèse étalés sur le comptoir, preuve physique d'un travail dont Patricia n'avait jamais demandé de nouvelles, de réussite qu'elle n'avait jamais reconnue, d'un avenir qu'elle ne pouvait même pas imaginer que je construisais parce qu'il existait si loin de sa compréhension de qui j'étais autorisée à être dans son monde. Le Thornton Country Club s'étendait sur 200 acres de terrain entretenus juste à l'extérieur de la ville, tout en pelouse vallonnée, jardin immaculé et un clubhouse qui semblait avoir été importé pierre par pierre d'un domaine européen. En remontant la longue allée d'entrée ce matin-là, je sentis mon estomac se tordre d'une nausée qui n'avait rien à voir avec l'heure matinale et tout à voir avec ce que j'étais sur le point d'endurer. Je me suis garée sur le parking de service comme Patricia me l'avait demandé, pas le parking des invités. Et ce petit détail m'a semblé un coup physique, même si je savais qu'il arriverait. Cette séparation littérale entre les gens qui comptaient et les gens qui les servaient. Patricia avait laissé l'uniforme dans une housse à vêtements dans mon appartement 3 jours plus tôt, un pantalon noir et une chemise blanche impeccable avec un gilet noir, une tenue de serveur professionnel qui coûtait probablement plus que mon budget d'épicerie mensuel, mais qui était toujours sans équivoque un uniforme, me marquant toujours sans équivoque comme du personnel. Je me suis changée dans les toilettes de l'entrée de service, m'apercevant dans le miroir et reconnaissant à peine la personne qui me regardait, quelqu'un qui avait l'air petit, diminué et effacé, quelqu'un qui n'existait que pour remplir une fonction. La coordinatrice du mariage, une femme énergique nommée Michelle, qui me traita avec l'autorité désinvolte qu'elle utiliserait avec n'importe quel employé, me donna mes tâches pour la journée, et je remarquai qu'elle ne m'avait jamais demandé mon nom, ni établi de contact visuel, et je me demandais si Patricia lui avait même dit que j'étais de la famille, ou si ce détail était trop compliqué à expliquer, trop susceptible de soulever des questions sur la raison pour laquelle un membre de la famille travaillait au lieu de célébrer. Mon oncle James, le frère de mon père, arriva avec sa femme Carol, et je vis son visage exprimer de la confusion en me voyant en uniforme. Je le vis commencer à s'approcher avant que Carol ne lui attrape le bras et lui chuchote quelque chose qui le fit s'arrêter. Et la pitié dans son expression était en quelque sorte pire que la cruauté désinvolte de Patricia. Vanessa passa en coup de vent en fin de matinée pour une sorte d'urgence de la mariée,
ressemblant à une princesse dans son peignoir de préparation, avec ses cheveux déjà partiellement coiffés, et quand elle me vit porter un plateau de flûte à champagne vers la suite nuptiale, elle a littéralement ri, ce son vif et ravi, comme si elle venait d'assister à la chose la plus amusante. Oh, c'est parfait, dit-elle à ces demoiselles d'honneur, sans baisser la voix du tout. Patricia a vraiment réussi à la faire venir. Je ne pensais pas qu'elle accepterait vraiment, mais je suppose que certaines personnes feraient n'importe quoi pour de la nourriture gratuite et une chance de voir comment vit l'autre moitié. Ah, si, ça. Les demoiselles d'honneur gloussèrent. Ces femmes que j'avais rencontrées à diverses réceptions familiales au fil des ans, des femmes qui avaient eu des conversations polies avec moi quand j'étais présentée comme la cousine de Vanessa, mais qui maintenant me regardaient comme si j'étais un meuble. Je gardais un visage neutre et les yeux baissés, quelque chose que j'avais appris après des années à endurer la cruauté désinvolte de Patricia, cette capacité à simplement disparaître en moi-même pendant que mon corps exécutait les mouvements requis. En début d'après-midi, mes pieds me faisaient mal dans les chaussures habillées que Patricia avait insisté pour que je porte, des chaussures de service appropriées comme elle les avait appelées, et mon visage me faisait mal à force de maintenir une expression neutre et agréable, et j'avais déjà été réprimandée 2 fois par Patricia pour des infractions mineures que je ne suis même pas sûre d'avoir commises. Une fois pour avoir placé des verres à champagne du mauvais côté d'un couvert, et une autre pour ne pas avoir bougé assez vite quand elle avait besoin de quelque chose de la suite nuptiale. Le point de rupture est survenu pendant la réception, lorsque la salle de bal était remplie de 200 invités en tenue de soirée, que le champagne coulait à flots et que le quatuor à cordes jouait quelque chose de classique et de coûteux, et que je me déplaçais dans la foule avec un plateau de hors-d'œuvre qui coûtait plus cher à la pièce que mon taux horaire de tutorat. Patricia m'avait surveillée toute la soirée avec l'attention hypercritique qu'elle réservait habituellement à l'examen des divers petits amis de Vanessa, et j'avais senti ses yeux me suivre à travers la pièce à plusieurs reprises, attendant que je commette une erreur suffisamment importante pour justifier la correction qu'elle gardait en réserve. L'erreur, quand elle est arrivée, n'était à peine une erreur. Juste un moment de physique et de mauvais timing, alors que je servais des boissons à un groupe d'amis de Patricia près de la table d'honneur, quelqu'un s'est déplacé brusquement, a heurté mon coude, et une seule flûte de champagne s'est inclinée, renversant peut-être 2 onces de liquide sur le bord d'une nappe qui était de toute façon destinée au nettoyage professionnel. Patricia m'est tombée dessus avant même que je puisse poser le plateau, son visage composé de cette expression de déception patiente qu'elle avait perfectionnée au fil des ans en faisant en sorte que les gens se sentent petits, et sa voix apportée dans la zone immédiate d'une manière qui a fait faiblir les conversations voisines et tourner les têtes. C'est exactement pourquoi je voulais une coordination professionnelle, dit-elle, non pas à moi, mais à la femme qui se tenait à côté d'elle, une amie ou une associée en affaires dans une robe qui coûtait probablement ce que je payais de loyer pour 3 mois, parlant comme si je n'étais même pas là ou si j'étais peut-être un objet incapable d'entendre ou de ressentir. Les obligations familiales sont si compliquées, vous essayez d'aider quelqu'un, de lui donner des opportunités qu'il n'aurait pas autrement, et il ne peut même pas gérer les compétences de base. La femme fit un bruit de sympathie, ses yeux se posant sur moi avec un mélange de pitié et de gêne par procuration. Et je sentis mon visage rougir d'une humiliation qui allait au-delà de la gêne pour devenir quelque chose de plus sombre et de plus corrosif. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour me défendre, pour souligner que le déversement était mineur et accidentel et que je travaillais depuis 7 heures d'affilée à accomplir des tâches qui avaient largement dépassé ce que Patricia avait initialement décrit, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge parce que je savais que tout ce que je dirais ne ferait qu'empirer les choses, ne ferait que confirmer le récit de Patricia selon lequel j'étais difficile, ingrate et incapable d'apprécier ce qu'on faisait pour moi.
Au lieu de cela, j'ai murmuré des excuses qui avaient le goût du poison. J'ai posé le plateau avec des mains qui tremblaient légèrement, et je me suis retirée dans le couloir de service derrière la cuisine où le vrai personnel de restauration prenait ses pauses. Un couloir éclairé au néon qui sentait le produit de nettoyage industriel et où je pouvais enfin laisser mon visage montrer ce que je ressentais. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai lutté contre des larmes qui étaient à parts égales d'humiliation et de rage, mon esprit rejoint les mots et le ton de Patricia et la cruauté désinvolte de parler de moi comme si j'étais à la fois présente et sans importance, comme si mes sentiments et ma dignité n'étaient tout simplement pas des facteurs dignes d'être pris en considération. Pendant un long moment, j'ai sérieusement envisagé de partir, de simplement marcher jusqu'à ma voiture et de m'en aller, laissant Patricia expliquer mon absence comme elle le voulait, mais je savais que cela ne ferait que lui donner des munitions, que confirmer chaque chose dédaigneuse qu'elle avait jamais pensé de moi, que prouver à ma mère que j'avais rendu les choses difficiles comme elle en avait eu peur. Alors, au lieu de cela, je suis restée là dans ce couloir, respirant calmement et délibérément, me faisant la promesse que je ne me mettrai plus jamais dans une position où Patricia ou qui que ce soit d'autre pourrait me traiter de cette façon, que cette humiliation serait la dernière que j'accepterais, que je construirais une vie si réussie, indépendante et complète, que son opinion, son approbation et sa version de l'opportunité deviendraient complètement sans importance pour mon sentiment de valeur ou ma mesure du succès. Ce que Patricia ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, parce que j'avais été soigneusement silencieuse à ce sujet pour des raisons mêlant superstition, vie privée et un profond désir de garder les parties les plus importantes de ma vie à l'écart de leur jugement, c'est que pendant que je servais du champagne dans un uniforme qui me marquait comme inférieure, j'étais à 3 mois de soutenir une thèse de doctorat en optimisation de la logistique computationnelle qui avait déjà suscité l'intérêt de multiples leaders de l'industrie qui comprenaient réellement sa valeur. Ma recherche portait sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement dans la distribution pharmaceutique, un domaine spécialisé à l'intersection de la science des données, de l'économie de la santé et de la gestion des opérations, et au cours des 18 derniers mois, j'avais développé un algorithme qui pouvait réduire les coûts de livraison des médicaments jusqu'à 40% tout en améliorant la vitesse et la fiabilité, un travail qui avait attiré l'attention de plusieurs grandes sociétés de conseil et entreprises de santé qui me courtisaient depuis que j'avais présenté des résultats préliminaires lors d'une conférence à Boston l'automne précédent. J'avais déjà 3 offres d'emploi formelles en main, la plus basse commençant à 165 000 et la plus élevée à 185 000 des postes qui auraient rendu risible le discours condescendant de Patricia sur les opportunités de réseautage si j'avais eu le moindre intérêt à expliquer la réalité de ma trajectoire professionnelle à quelqu'un qui avait déjà décidé que je valais moins que les employés qu'elle payait réellement. Le réseautage dont Patricia imaginait que j'avais besoin, ses amis du country club et ses associés qui traitaient les travailleurs de service comme invisibles, était si éloigné des véritables relations professionnelles que j'avais établies qu'il existait dans un univers complètement différent, car pendant qu'elle planifiait le mariage élaboré de Vanessa, je correspondais avec l'ancien chirurgien général des États-Unis au sujet d'une collaboration. J'avais des réunions café avec des investisseurs en capital risque intéressés par la technologie de la santé, et je recevais des courriels de recruteurs de McKinsey et Deloitte qui voulaient discuter de postes d'analyste senior assortis de primes à la signature plus importante que le salaire annuel de ma mère. J'avais gardé tout cela secret en partie parce que parler d'un travail inachevé me semblait tenter le destin, comme si je pouvais porter la poisse à la soutenance de thèse ou saboter d'une manière ou d'une autre les progrès académiques et professionnels que j'avais réalisés avec soin, mais surtout parce que j'avais appris, au fil des années de dédain de Patricia, que partager mes réussites avec cette partie particulière de ma famille n'invitait qu'à la comparaison avec Vanessa ou au rejet comme étant en quelque sorte
moins légitime que les marqueurs conventionnels de succès qu'ils comprenaient. Mes parents le savaient bien sûr. Ils avaient célébré chaque étape avec le genre de reconnaissance fière qui rendait leur soutien financier limité plus précieux que toute la richesse de Patricia. Mais je leur avais demandé de garder les détails privés de la famille élargie jusqu'à ce que tout soit finalisé, jusqu'à ce que le diplôme soit réellement conféré et que l'emploi commence réellement. Et ils avaient respecté cette demande, même si je savais que ma mère, en particulier, voulait partager des nouvelles qui prouvèrent la valeur de sa fille à des parents qui avaient passé des années à suggérer le contraire. Debout dans ce couloir de service, le visage encore chaud de l'humiliation publique de Patricia, je me suis accrochée à la connaissance de mon doctorat presque terminé, comme un talisman contre sa cruauté, me rappelant que dans 3 mois, je soutiendrai ma thèse, dans 4 mois, j'obtiendrai mon diplôme, dans 5 mois, je commencerai un poste qui payait plus que ce que Patricia imaginait probablement que quelqu'un comme moi pourrait gagner et que l'opinion de quelqu'un qui mesurait la valeur en adhésion à un country club et en vêtements de marque deviendrait complètement sans importance pour toute mesure de succès qui comptait réellement. Le lendemain matin, il y avait un brunch familial chez Patricia, l'une de ces réunions post-mariage qu'elle avait prévue comme une extension de la célébration, et ma mère avait insisté pour que j'y assiste, malgré ma forte préférence, pour ne plus jamais revoir aucune de ces personnes, invoquant l'obligation familiale et le fait que mon absence serait remarquée et commentée de manière à se répercuter négativement sur elle. Je suis arrivée fatiguée et portant encore les résidus émotionnels de l'humiliation de la nuit précédente, mon corps endolori par 7 heures de travail physique qu'aucun d'eux ne reconnaîtrait comme tel, et j'ai trouvé la maison pleine de parents et d'amis proches, se servant dans un buffet élaboré qui avait probablement coûté plus que ce que je gagnerais en 1 mois de travail d'assistante d'enseignement. Patricia tenait salon dans le séjour, rayonnant encore de l'aura d'une hôtesse accomplie, acceptant les compliments sur le mariage avec la modestie gracieuse de quelqu'un qui avait orchestré quelque chose de vraiment spécial. Et quand elle m'a vue, elle n'a pas dit merci, n'a pas reconnu le travail que j'avais fait, ni même offert la politesse élémentaire de me demander comment j'allais. Au lieu de cela, elle s'est lancée dans une critique de ma performance qu'elle a présentée comme un retour constructif, me disant devant ma mère et 2 de ses amis que j'avais semblé dépassée par les responsabilités et que la prochaine fois, je devrais le dire, si quelque chose était trop pour moi, plutôt que de lutter avec un stress visible, comme si mon épuisement et ma frustration avaient été des défaillances personnelles plutôt que des réponses raisonnables à des demandes déraisonnables. Vanessa est apparue de la cuisine avec un mimosa à la main, se prélassant encore dans l'attention des jeunes mariés, et s'est jointe à l'évaluation de sa mère avec la cruauté désinvolte qui leur venait si naturellement à toutes les deux, disant quelque chose sur le fait que le service n'était vraiment pas pour tout le monde et qu'il fallait un ensemble de compétences spéciales pour le faire paraître sans effort, l'implication claire étant que je manquais de la qualité qui séparait une aide adéquate d'une bonne aide. Je suis restée là, absorbant leurs critiques, avec une expression vide que j'avais appris à porter comme une armure, ne disant rien parce que je savais que me défendre ne ferait qu'inviter plus de jugement, ne ferait que leur donner plus de munitions, ne ferait que confirmer leur conviction que j'étais difficile, trop sensible et incapable d'accepter les commentaires avec grâce. Ma mère avait l'air mal à l'aise mais n'a rien dit, prise comme toujours entre la loyauté envers moi et son désir de maintenir la paix avec sa sœur plus riche. Et j'ai ressenti un éclair de frustration face à sa complicité, même si je comprenais les dynamiques familiales compliquées qui rendaient son intervention difficile. Je suis restée exactement 45 minutes, assez longtemps pour que mon départ précoce ne puisse être qualifié d'impoli, mais assez court pour ne pas avoir à supporter beaucoup plus de leur compagnie. Et quand je suis partie, j'ai ressenti un sentiment de soulagement si profond qu'il était presque physique, comme si j'avais retenu ma respiration sous l'eau et que j'avais finalement refait surface.
Je suis retournée en voiture à mon petit appartement de l'autre côté de la ville, à ma vraie vie avec mes recherches, mes vrais amis et mon avenir qui n'avait rien à voir avec la version de l'opportunité de Patricia, et je me suis fait la promesse silencieuse que j'utiliserais chaque parcelle de colère et d'humiliation de ce week-end comme carburant, que je canaliserais tout ce que je ressentais dans la dernière ligne droite pour terminer ma thèse, que je prendrais chaque mot dédaigneux et chaque regard condescendant et le transformerais en motivation pour construire quelque chose de si réussi et indépendant que leurs opinions deviendraient non seulement sans importance, mais absurdes. J'ai passé le reste de ce dimanche à travailler sur le chapitre 6 de ma thèse, à affiner l'algorithme qui deviendrait finalement le fondement de ma réputation professionnelle. Et avec chaque heure que je passais sur un travail qui comptait vraiment, je sentais l'humiliation du week-end se réduire à quelque chose de plus petit et de plus gérable, quelque chose qui faisait moins mal parce que je savais que c'était temporaire, quelque chose que je pouvais endurer parce que je savais exactement à quel point ce serait temporaire. 3 mois plus tard, je me tenais dans un petit auditorium de l'université face à un jury de 4 professeurs qui allait déterminer si 5 ans de recherche, d'analyse et d'innombrables nuits blanches aboutiraient aux 3 lettres qui changeraient tout sur la façon dont le monde me voyait et dont je me voyais. Et j'ai soutenu ma thèse sur l'optimisation de la logistique computationnelle dans les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique, avec une clarté et une confiance qui venaient en partie du fait de savoir que le travail était vraiment excellent et en partie d'avoir canalisé 3 mois de colère et d'humiliation dans une préparation si approfondie que j'aurais pu répondre à leurs questions dans mon sommeil. La soutenance a duré 2 heures et 14 minutes, et lorsque le président du jury m'a demandé de sortir pendant qu'il délibérait, je me tenais dans le couloir avec ma directrice de thèse, le Dr. Richardson, qui m'avait guidée tout au long du processus doctoral, et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu une soutenance aussi solide, que je devrais être fière quel que soit le résultat, bien qu'elle n'eût aucun doute sur ce que serait ce résultat. Ils m'ont rappelé après 12 minutes et le président du jury a dit « Félicitations, docteur ». Et j'ai senti quelque chose changer fondamentalement dans ma poitrine, une combinaison de soulagement, de triomphe et la cristallisation soudaine d'une identité vers laquelle j'avais travaillé depuis si longtemps qu'elle avait commencé à sembler théorique plutôt que réalisable. Mes parents sont venus au petit dîner de célébration ce soir-là dans un restaurant près du campus, et mon père a pleuré, ce qu'il ne faisait presque jamais, et ma mère n'arrêtait pas de m'appeler docteur, avec cette emphase fière qui me faisait rire même si mes propres yeux se remplissaient de larmes. Et mes amis les plus proches du programme de doctorat étaient là. Des gens qui m'avaient soutenu à chaque étape de la recherche et qui comprenaient exactement ce que cette réussite signifiait d'une manière que Patricia et Vanessa ne pourraient ou ne voudraient jamais comprendre. Je n'ai invité personne du côté de la famille de Patricia et je n'ai rien publié à ce sujet sur les réseaux sociaux où ils pourraient le voir, car ce moment m'appartenait et appartenait aux personnes qui m'avaient vraiment apprécié quand je n'avais rien à prouver. Et je n'étais pas intéressée à le partager avec des parents qui avaient passé des années à faire comprendre que mes réussites n'étaient pas dignes de leur attention. 2 semaines après la soutenance, j'ai accepté le poste chez Synthesis Health Analytics à Chicago, une prestigieuse société de conseil en santé, où mes recherches avaient une application directe sur le travail de leurs clients, et la lettre d'offre spécifiait un salaire de départ de 180 000 plus une prime à la signature de 25 000 plus des avantages sociaux qui incluaient tout, de l'assurance maladie premium au fonds de développement professionnel. Des chiffres qui représentaient non seulement la sécurité financière, mais aussi la validation de l'expertise que j'avais passé des années à développer pendant que Patricia me traitait comme une main-d'œuvre non qualifiée, bonne uniquement à servir ses invités. J'ai donné ma démission à mon poste d'assistante d'enseignement et à mon poste de recherche du week-end. J'ai emballé mon modeste appartement d'étudiante dans lequel j'avais vécu pendant 4 ans
Et je suis partie pour Chicago un matin ensoleillé de début septembre, avec tout ce que je possédais dans un camion de location, et un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Comme si je laissais physiquement derrière moi non seulement une ville, mais une version entière de moi-même qui avait été contrainte par la perception limitée des autres sur ma valeur. 6 mois après le mariage, je vivais dans un spacieux appartement de 2 chambres dans le quartier de River North à Chicago, avec des baies vitrées donnant sur la skyline de la ville, le genre d'endroit où j'imaginais que les gens qui réussissaient vivaient sans jamais vraiment croire que j'en ferais partie. Chaque matin, je me réveillais dans cet espace lumineux, avec un sentiment de profonde gratitude que ce soit réellement ma vie maintenant. Pas un fantasme temporaire, mais la réalité solide que j'avais construite grâce à des années de travail que Patricia n'avait jamais pris la peine de remarquer ou de valoriser. Synthesis Health Analytics avait été tout ce que les documents de recrutement promettaient et plus encore, un environnement dynamique où mon expertise spécialisée en optimisation de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique n'était pas seulement appréciée, mais activement recherchée, où les associés principaux demandaient mon avis lors des réunions avec les clients et où mes analyses influençaient directement des recommandations de plusieurs millions de dollars. En moins de 4 mois après mon arrivée, j'avais été promue de consultante à consultante principale avec une augmentation de salaire correspondante à 240 000 dollars, ce qui me semblait à la fois surréaliste et entièrement mérité compte tenu de la complexité du travail que je produisais. La promotion s'accompagnait d'un bureau d'angle au 23e étage et de ma propre équipe de projet dédiée, des marqueurs tangibles de respect professionnel qui contrastaient vivement avec la façon dont Patricia m'avait traité comme un personnel de service interchangeable. Je me suis surprise à penser à ce contraste pendant des moments calmes à mon bureau, m'émerveillant de la transformation complète de ma situation alors qu'elle continuait probablement à croire que je luttais encore à l'université sans autre perspective que l'obscurité académique. Je travaillais avec des clients de tout le secteur de la santé, de grands fabricants de produits pharmaceutiques, des systèmes hospitaliers et des gestionnaires de prestations pharmaceutiques, les aidant à optimiser leurs opérations logistiques de manière à économiser des millions de coûts tout en améliorant l'accès des patients aux médicaments essentiels. Ce travail me semblait vraiment significatif, au-delà de l'excellente rémunération, me donnant le sentiment que mon expertise contribuait à quelque chose de plus grand que les simples marges bénéficiaires des entreprises. Mes collègues étaient des personnes brillantes et motivées qui me traitaient comme une égale sur le plan intellectuel, qui m'invitaient à déjeuner, à des happy hours et à des événements sociaux le week-end, créant le genre de communauté professionnelle que j'avais toujours imaginé, mais que je n'avais pas tout à fait vécu pendant les années isolantes de la recherche doctorale. Je me suis liée d'amitié avec plusieurs autres consultants principaux qui sont devenus de vrais amis en dehors du travail, des gens qui ne savaient rien de Patricia ou de Vanessa ou de l'humiliation du mariage parce que ce chapitre de ma vie n'avait aucune pertinence pour la personne que je devenais à Chicago. Les opportunités de réseautage que Patricia avait fait miroitaient comme justification pour un travail non rémunéré au mariage de Vanessa. La promesse de rencontrer des gens importants et de nouer des liens précieux s'était matérialisée dans ma vie professionnelle réelle sans aucune aide de son cercle social, car il s'est avéré qu'une expertise authentique et une compétence démontrable créaient leurs propres opportunités de réseautage bien plus précieuses que tout ce que les relations de son country club auraient pu offrir. J'ai meublé mon appartement avec soin, investissant dans des pièces de qualité qui reflétaient mes propres goûts plutôt que d'essayer d'impressionner qui que ce soit. J'ai créé un bureau à domicile où je pouvais travailler confortablement les soirs ou les week-ends occasionnels lorsque les délais de projet exigeaient des heures supplémentaires. Et j'ai établi à Chicago une vie qui me semblait authentiquement mienne, d'une manière que mon existence d'étudiant diplômé n'avait jamais tout à fait eue.
construite sur mes propres réalisations plutôt que sur des relations familiales héritées ou un positionnement social. J'ai maintenu un contact minimal avec la famille élargie pendant ces mois, répondant poliment aux appels hebdomadaires de ma mère, mais gardant les conversations centrées sur sa vie, plutôt que de fournir des mises à jour détaillées sur la mienne, et je n'ai jamais mentionné la promotion, l'augmentation de salaire, l'appartement ou toute autre reconnaissance professionnelle que je recevais. Car j'avais appris que partager mes succès avec ma mère signifiait inévitablement que ces détails parviendraient à Patricia, et je n'étais pas intéressée à lui donner l'occasion de rejeter, de minimiser ou de trouver un moyen de faire en sorte que mes réalisations portent sur son jugement de leur adéquation. 8 mois après avoir commencé mon poste chez Synthesis Health Analytics, j'ai été invitée à faire une présentation au sommet de l'innovation de la chaîne d'approvisionnement en santé à Boston, une conférence majeure de l'industrie qui attirait des dirigeants et des leaders d'opinion de tous les secteurs de la logistique pharmaceutique et de la santé. L'invitation est venue parce qu'une étude de cas que j'avais rédigée sur la mise en œuvre de la modélisation prédictive pour la distribution de vaccins avait été publiée dans le Journal of Healthcare Operations Management, une publication à comité de lecture considérée comme la référence dans le domaine et qui représentait exactement le type de croisement entre le monde universitaire et l'industrie qui validait ma décision de poursuivre une recherche appliquée plutôt que des postes universitaires traditionnels. La présentation à la conférence était prévue pour un créneau de 90 minutes dans la salle de bal principale, non pas une session en petits groupes, mais une présentation vedette qui attirerait plusieurs centaines de participants. J'ai passé 3 semaines à préparer les diapositives et à répéter ma présentation, car je savais que c'était le genre de visibilité qui pouvait m'établir comme une experte reconnue, plutôt que comme une simple consultante compétente, la différence entre quelqu'un qui fait du bon travail et quelqu'un dont les gens connaissent le nom quand ils ont besoin de la meilleure personne dans le domaine. J'ai pris l'avion pour Boston un mardi matin début avril et les organisateurs de la conférence avaient réservé un hébergement à l'hôtel du lieu et couvert toutes les dépenses, me traitant avec un niveau de courtoisie professionnelle qui me semblait encore remarquable par rapport aux années de pauvreté étudiante où j'avais dû budgétiser soigneusement chaque frais d'inscription à une conférence et partager des chambres d'hôtel bon marché avec d'autres étudiants pour pouvoir assister à des rassemblements académiques bien plus modestes. La présentation s'est mieux déroulée que je ne l'avais espéré. Le public était engagé et posait des questions sophistiquées qui indiquaient qu'ils avaient vraiment suivi la complexité technique de la méthodologie. Ensuite, j'ai été approchée par au moins 2 douzaines de personnes qui voulaient discuter des applications potentielles à leurs organisations ou simplement me dire qu'ils avaient trouvé le travail perspicace, y compris une vice-présidente principale de l'un des plus grands fabricants de produits pharmaceutiques du pays, qui m'a tendu sa carte en disant qu'ils devraient discuter des opportunités de conseil car ils étaient confrontés exactement aux défis de la chaîne d'approvisionnement que j'avais abordé. Dans les 3 semaines suivant la conférence, j'ai reçu des invitations à prendre la parole à 2 autres événements de l'industrie et une demande d'interview de Healthcare Innovation Quarterly, une publication spécialisée qui présentait des leaders émergents et des approches innovantes dans le secteur de la santé. L'interview a été publiée dans leur numéro de juin avec un portrait professionnel et un article de 2 pages qui me citait abondamment sur l'avenir de la logistique pharmaceutique et m'identifiait comme l'une des jeunes expertes les plus prometteuses du domaine, apportant une rigueur académique aux défis pratiques de l'industrie. J'ai maintenu un contact minimal avec le côté de la famille de Patricia pendant cette période, ma vie à Chicago se sentant de plus en plus séparée des dynamiques familiales qui avaient défini mes premières années, et je n'ai jamais mentionné la présentation à la conférence, la publication dans la revue ou le profil dans le magazine spécialisé à ma mère, car ces réalisations existaient dans une sphère professionnelle qui n'avait rien à voir avec la validation familiale et tout à voir avec le respect de personnes dont les opinions avaient réellement du poids dans mon domaine. Des personnes qui m'évaluaient sur la base de la qualité de mon travail
plutôt que sur leurs idées préconçues sur ma valeur par rapport à quelqu'un comme Vanessa. Pendant que je construisais ma vie professionnelle à Chicago et que j'établissais ma réputation dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement en santé, Patricia et son mari Richard faisaient face à une transformation d'un tout autre genre, bien que je n'apprendrai les détails que bien plus tard, lorsque le tableau complet est devenu clair grâce à une combinaison des mises à jour réticentes de ma mère et d'informations qui ont émergé lors d'événements ultérieurs. L'entreprise de Richard, une société de distribution pharmaceutique de taille moyenne, qui avait fourni la base de leur richesse et financé le style de vie que Patricia avait utilisé comme une arme pour établir sa supériorité sur mes parents de la classe moyenne, était confrontée à de sérieux défis dus à la consolidation du marché et aux changements réglementaires qui comprimirent les marges bénéficiaires dans tout le secteur. Et bien qu'ils ne risquaient pas immédiatement la faillite ou la perte de leur maison ou quoi que ce soit d'aussi dramatique, l'hypothèse confortable d'une sécurité financière sans fin, qui avait soutenu la condescendance de Patricia pendant des décennies, semblait soudain beaucoup moins certaine. L'entreprise avait été rentable pendant des années grâce à une combinaison de relations régionales et de pratiques opérationnelles qui fonctionnaient bien dans un environnement moins concurrentiel, mais de plus grands distributeurs nationaux s'étendaient sur leur territoire avec des économies d'échelle que l'opération de Richard ne pouvait égaler, et de nouvelles réglementations sur la transparence de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique exigeaient des investissements technologiques et des mesures de conformité coûteuses à mettre en œuvre, et qui réduisaient directement les marges qui avaient soutenu leur style de vie. Richard avait la soixantaine et parlait de planification de la succession et de retraite progressive, peut-être de vendre l'entreprise à un concurrent plus grand ou de la transmettre à une direction professionnelle tout en conservant la propriété. Mais ces plans supposaient que l'entreprise maintiendrait sa valeur et sa rentabilité, et la trajectoire actuelle menaçait les deux, avec plusieurs acquéreurs potentiels qui avaient manifesté leur intérêt les années précédentes, invoquant maintenant la compression des marges et les inefficacités opérationnelles comme raison de baisser considérablement leurs offres ou de retirer complètement leur intérêt. Patricia, qui n'avait jamais travaillé en dehors de la maison et dont l'identité était profondément liée à la position sociale que la richesse de Richard lui offrait, voyait leur sécurité financière s'éroder sans avoir de compétences professionnelles ou d'expérience qui pourraient aider à résoudre la situation, et pour la première fois depuis des décennies, elle était confrontée à la possibilité que le style de vie qu'elle avait pris pour acquis pourrait nécessiter des sacrifices ou des ajustements réels, que la supériorité sans effort qu'elle avait projetée sur des gens comme mes parents pourrait avoir été construite sur une base moins stable qu'elle ne l'avait cru. Vanessa n'aidait pas les choses, ayant épousé un homme d'un milieu social similaire, dont l'entreprise familiale était confrontée à des pressions comparables, et ses goûts coûteux et ses attentes pour maintenir un certain style de vie ajoutaient une pression financière plutôt qu'un soulagement. Patricia et Richard, subventionnant toujours divers aspects de la vie de leur fille, de manière de plus en plus difficile à soutenir. J'ai appris plus tard que Richard avait consulté divers conseillers en affaires et contacts de l'industrie pour trouver des solutions, cherchant des moyens de moderniser les opérations, d'améliorer l'efficacité et de concurrencer plus efficacement les plus grands distributeurs. Et plusieurs personnes lui avaient apparemment dit que ce dont il avait vraiment besoin, c'était d'une expertise en optimisation de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, quelqu'un qui comprenait à la fois la logistique opérationnelle et l'environnement réglementaire, et qui pouvait mener une analyse complète des inefficacités et de la manière de les résoudre. Mais cette expertise spécialisée était coûteuse et difficile à trouver, car elle nécessitait une combinaison de connaissances techniques et d'expérience de l'industrie que très peu de consultants possédaient. Patricia découvrit mon identité professionnelle de la manière la plus banale qui soit, à travers un exemplaire de Healthcare Innovation Quarterly que Richard avait ramené d'une réunion d'affaires où quelqu'un avait fait référence à un article sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.
Elle m'a raconté plus tard qu'elle avait feuilleté le magazine distraitement pendant que Richard était au téléphone, sans vraiment prêter attention jusqu'à ce qu'elle voie une photographie qui lui semblait étrangement familière. Le choc de la reconnaissance lorsqu'elle réalisa qu'elle regardait un portrait professionnel de moi, sa nièce qu'elle avait vue pour la dernière fois portant un uniforme de serveuse et transportant des plateaux de champagne au mariage de Vanessa, fut apparemment si profond qu'elle a littéralement halté et a dû lire l'article d'accompagnement 3 fois avant de pouvoir pleinement comprendre ce qu'elle voyait. L'article m'identifiait comme Dr. Emily Chen, consultante principale chez Synthesis Health Analytics, et me citait abondamment sur les tendances émergentes en logistique pharmaceutique et en transparence de la chaîne d'approvisionnement. Utilisant un langage et démontrant une expertise qui indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un poste de débutant ou d'une réussite mineure, mais plutôt d'une autorité professionnelle significative dans le domaine précis dont Richard avait désespérément besoin d'aide. Patricia a admis plus tard que sa première réaction fut une incrédulité totale, la certitude que ce devait être une autre personne portant le même nom, car la nièce qu'elle connaissait était une étudiante perpétuelle, qui avait été reconnaissante de l'occasion de servir des boissons et d'acquérir de l'expérience lors d'un mariage familial, pas quelqu'un qui avait obtenu un doctorat, bâti une carrière de consultante respectée et fait l'objet d'un profil dans des publications de l'industrie en tant qu'experte émergente. Elle montra l'article à Richard, qui l'aurait regardé longuement avant de poser plusieurs questions pour savoir si elle était certaine que c'était la même Emily, si j'avais vraiment terminé un doctorat, si c'était une publication légitime et un vrai poste. Patricia se retrouva dans l'étrange position de devoir confirmer que oui, sa nièce qu'elle avait traitée comme une main-d'œuvre essentiellement non qualifiée, bonne uniquement à servir les parents lors d'événements familiaux, était en fait exactement le type d'experte spécialisée que plusieurs conseillers en affaires leur avaient dit qu'ils devaient embaucher. Quelqu'un avec des qualifications académiques avancées et une expérience pratique de l'industrie en optimisation de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique qui pouvait analyser leurs inefficacités opérationnelles et recommander des solutions. Patricia passa les jours suivants à faire ce qu'elle a plus tard décrit comme des recherches, mais qui était en réalité une exploration approfondie de mon parcours professionnel, alimentée par un mélange de curiosité choquée et d'espoir désespéré. Elle trouva mon profil sur le site web de Synthesis Health Analytics avec mes qualifications et publications listées, découvrit mon profil LinkedIn, qui documentait mon éducation et ma progression de carrière, et montrait des connexions avec de nombreux leaders de l'industrie, localisa mes articles de revue publiés et mes présentations de conférences, et construisit progressivement une image de succès professionnel qui était complètement en contradiction avec la compréhension dédaigneuse qu'elle avait maintenue de ma valeur et de mon potentiel. La dissonance cognitive a dû être extraordinaire. Réconcilier l'image de moi en uniforme de serveuse, me faisant réprimander pour des erreurs mineures, avec le portrait professionnel, les qualifications impressionnantes et l'expertise respectée que ses recherches révélaient. J'imagine qu'il y a eu une période où Patricia a dû composer avec la réalisation inconfortable qu'elle s'était profondément trompée dans son évaluation de mes capacités et que la condescendance qu'elle m'avait montrée pendant des années avait été dirigée vers quelqu'un qui était non seulement compétent, mais en fait plus accompli professionnellement dans un domaine pertinent que n'importe qui dans sa famille immédiate. La découverte signifiait également affronter le fait que lorsqu'elle m'avait offert des opportunités de réseautage en servant au mariage de Vanessa, j'avais déjà construit un véritable réseau professionnel avec de vrais leaders de l'industrie, que lorsqu'elle m'avait traité comme quelqu'un qui devrait être reconnaissant des relations familiales et de l'exposition à son cercle social, j'opérais dans des sphères professionnelles où les gens connaissaient mon nom en raison de mon expertise plutôt que de mes relations familiales, et que tout le cadre de supériorité qu'elle avait maintenu était construit sur l'ignorance de qui j'étais réellement et de ce que j'avais réellement accompli.
Le courriel est arrivé un mardi après-midi alors que j'examinais les résultats préliminaires pour un client du système de santé à Milwaukee et j'ai failli le manquer complètement car il est arrivé à mon adresse de contact professionnelle plutôt que personnelle et la ligne d'objet indiquait demande de consultation, distribution pharmaceutique, sans aucune indication de l'identité de l'expéditeur jusqu'à ce que je l'ouvre et voie le bloc de signature qui a fait bondir mon cœur d'une manière que je n'avais pas anticipée. Patricia Whitmore, au nom de Whitmore Pharmaceutical Distribution. Je suis restée très immobile à mon bureau pendant un long moment, lisant le message une fois, puis une autre, puis une troisième fois, en assimilant à la fois ce qu'il disait et ce qu'il ne disait pas si soigneusement. Le courriel était formaté de manière professionnelle et rédigé dans un langage commercial que Patricia avait clairement peiné à trouver, ou peut-être fait réviser par Richard, demandant des services de consultation pour l'optimisation opérationnelle et l'évaluation de la conformité réglementaire pour leur société de distribution pharmaceutique, expliquant qu'ils avaient été référés à mon expertise par des contacts de l'industrie, qu'ils avaient lu mon travail publié et croyaient que je serais un excellent choix pour leurs besoins, et s'interrogeant sur ma disponibilité et mes conditions d'engagement standards pour une analyse complète de la chaîne d'approvisionnement. C'était parfaitement poli et professionnellement approprié, exactement le genre de demande initiale que je recevais régulièrement de clients potentiels, sauf qu'elle venait d'une femme qui, 14 mois plus tôt, m'avait tendu un uniforme de serveuse et m'avait dit que porter des plateaux au mariage de sa fille serait une expérience précieuse et une opportunité de réseautage dont je devrais être reconnaissante, qui m'avait réprimandée devant les invités pour une erreur mineure et ne m'avait jamais remercié d'avoir sacrifié mon temps et ma dignité pour effectuer un travail non rémunéré lors de son événement familial, qui avait passé toute ma vie à me traiter comme inférieure et à faire comprendre à travers 1000 petites cruautés que j'étais la parente pauvre dont la présence était tolérée plutôt que valorisée. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce que le courriel ne contenait pas. Aucune reconnaissance de notre lien de parenté au-delà du nom de famille partagé qu'elle ne pouvait éviter d'utiliser. Aucune référence à notre histoire ou au mariage, ou à tout lien personnel, aucune excuse, ni même la moindre reconnaissance que demander des services professionnels à quelqu'un que vous aviez traité comme un domestique pourrait nécessiter d'aborder le comportement passé, juste une demande commerciale simple qui supposait que je serais bien sûr disposée à aider parce que c'est ce que fait la famille, ou peut-être parce qu'elle ne reconnaissait vraiment pas que me traiter comme une employée, puis me demander de fournir une consultation d'expert, pourrait être vécu comme autre chose qu'une demande normale. J'ai ressenti un étrange cocktail d'émotions en regardant ce courriel. De la justification, certainement, la satisfaction vive de voir ma valeur professionnelle reconnue par quelqu'un qui l'avait si complètement rejetée, mais aussi de la colère face à la présomption qu'elle pouvait simplement me contacter comme si de rien n'était, un amusement amer face à l'inversion des rôles qui la voyait chercher mon expertise plutôt que de m'offrir des opportunités. Et sous tout cela, une blessure plus profonde que même maintenant, même en demandant mon aide, elle ne pouvait se résoudre à me reconnaître comme une personne qu'elle avait lésée plutôt que comme une simple ressource professionnelle dont elle avait besoin. J'ai sauvegardé le courriel dans un dossier sans répondre, fermant mon ordinateur portable et m'adossant à ma chaise en contemplant quelle réponse, le cas échéant, cette demande méritait, et ce que signifiait que la justification que j'avais imaginée en termes abstraits pendant ces longs mois de travail de thèse soit arrivée dans ma boîte de réception, revêtue du langage professionnel fade d'une demande commerciale. J'ai laissé le premier courriel de Patricia sans réponse pendant une semaine entière, continuant mon travail et ma vie quotidienne, tandis que ce message restait dans ma boîte de réception, comme une petite pierre dont je sentais le poids, mais que je n'étais pas prête à ramasser et à examiner.
Je me disais que j'étais simplement trop occupée par mes engagements clients pour répondre immédiatement, bien que la vérité soit que j'avais besoin de temps pour traiter ce que je ressentais et décider du type de réponse que cette situation méritait. Le 6e jour après le premier courriel, un deuxième message est arrivé, et le ton avait sensiblement changé, passant d'une demande professionnelle à quelque chose de plus urgent, le langage commercial moins poli et la demande plus directe. Ils avaient vraiment besoin d'aide rapidement. Leurs problèmes opérationnels devenaient critiques. Plusieurs conseillers avaient spécifiquement recommandé mon expertise, et elles espéraient que je pourrais prioriser leur situation étant donné le lien familial qu'elles se souvenaient soudainement de mentionner explicitement. J'ai supprimé ce courriel sans répondre, retournant à une conférence téléphonique avec un système hospitalier de Phoenix, mais 2 jours plus tard, mon assistante Jennifer a frappé à la porte de mon bureau avec une expression mi-amusée, mi-inquiète, me disant que j'avais reçu 3 appels téléphoniques ce matin-là du même numéro, une certaine Patricia Whitmore qui disait que c'était une affaire urgente et n'arrêtait pas de demander quand je serais disponible pour lui. Parler personnellement, et Jennifer voulait savoir si elle devait continuer à prendre des messages ou s'il y avait un problème à régler. J'ai ressenti une bouffée de quelque chose qui n'était pas tout à fait de la satisfaction, mais qui s'en approchait. La reconnaissance que la situation de Patricia était apparemment passée de recherche de consultation, avait besoin désespéré d'aide, en l'espace de 9 jours, que la femme qui s'était sentie à l'aise de me réprimander devant les invités du mariage et de ne jamais prendre la peine de me remercier pour des heures de travail non rémunérées, se sentait maintenant en droit d'appeler mon bureau à plusieurs reprises et d'attendre un accès immédiat à mon temps et à mon expertise. J'ai dit à Jennifer de continuer à prendre des messages, que je répondrais lorsque mon emploi du temps le permettrait. Et j'ai pu voir son expression curieuse, alors qu'elle hochait la tête et partait, se demandant clairement quelle était l'histoire derrière cette appelante persistante, mais étant trop professionnelle pour poser la question directement. Cet après-midi-là, a apporté un autre courriel, plus court et plus simplement rédigé, disant que leur entreprise faisait face à de sérieuses échéances de conformité et à des pressions concurrentielles, que Richard s'était fait dire par plusieurs sources que j'étais la meilleure consultante de la région pour leurs besoins spécifiques et qu'elle espérait vraiment que nous pourrions nous connecter bientôt pour discuter de la manière dont vous pourriez nous aider la famille, pendant cette période difficile. La dernière phrase, insérée avec une transparence qui aurait été touchante si elle ne venait pas de quelqu'un qui avait passé des décennies à faire comprendre que l'obligation familiale ne fonctionnait que dans un seul sens. Je suis restée assise, mon ordinateur portable ouvert, le curseur planant sur le bouton de réponse, sentant toute la complexité de ce moment. La justification d'être nécessaire à quelqu'un qui m'avait rejetée. La colère face à la présomption que j'aiderais simplement parce que c'est la famille. La reconnaissance amère que Patricia ne m'appréciait maintenant que parce que j'avais quelque chose qu'elle voulait, et sous tout cela une question plus profonde sur le genre de personne que je voulais être dans cette situation, si j'utiliserais ce levier pour une vengeance mesquine, ou si je pouvais trouver une réponse qui honorerait à la fois mon intégrité professionnelle et mon propre sens de la justice. J'ai appelé Marcus Chen, mon ancien directeur de thèse, qui était devenu un mentor de confiance, et j'ai passé 1 heure à discuter de la situation, de l'histoire, de la demande actuelle et de ce que je ressentais. Il a écouté attentivement avant d'offrir une perspective qui a aidé à clarifier ma pensée. Je ne devais à Patricia ni pardon personnel ni chaleur familiale, mais je me devais à moi-même l'intégrité de traiter cela comme ce que c'était, un engagement professionnel qui devait être géré professionnellement, indépendamment de l'histoire personnelle, avec des limites appropriées et une rémunération juste qui reflétait ma valeur réelle, plutôt que des attentes de réduction familiale. Cette conversation m'a aidé à comprendre que ma réponse ne devait pas viser à punir Patricia, mais à affirmer ma valeur et à maintenir mes normes professionnelles, à me traiter avec le respect qu'elle n'avait pas réussi à me montrer
et à établir des conditions qui reflétaient la réalité plutôt que les dynamiques familiales déformées qu'elle avait toujours imposées. J'ai rédigé ma réponse par courriel un jeudi soir, après mon dernier appel client de la journée, en prenant soin de la structurer exactement comme je le ferais pour toute demande de client professionnel, avec des termes clairs et des limites appropriées qui reflétaient ma valeur marchande réelle plutôt que toute considération de relation familiale. Le courriel était bref et professionnellement cordial. J'accusais réception de sa demande de consultation. Je confirmais que je fournissais bien les services qu'elle recherchait et j'exposais mes conditions d'engagement standard qui incluaient mon taux horaire de 500 de l'heure avec un engagement minimum de 40 heures pour l'évaluation complète de la chaîne d'approvisionnement et de la conformité réglementaire qu'elle avait décrite, un contrat de consultation formel qui devrait être signé avant le début du travail, et le paiement de la totalité des frais minimums de 20 000 requis à l'avance avant que je ne programme la visite d'évaluation initiale. Je notais que mes engagements clients actuels me rendraient indisponible pour commencer de nouveaux projets pendant environ 6 semaines, mais que je pouvais provisoirement réserver du temps dans mon emploi du temps si elle souhaitait procéder selon ces termes, et je joignais mon accord de consultation standard en PDF pour son examen. J'ai relu le courriel 3 fois avant de l'envoyer, m'assurant que le ton n'était ni chaleureux ni froid, mais simplement professionnel. Le genre de réponse que j'envoyais régulièrement aux entreprises clientes, car ce que Marcus m'avait aidé à comprendre, c'est que cela devait être traité exactement comme ce que c'était. Une transaction commerciale avec un client qui se trouvait être un parent, pas une faveur familiale ou une occasion de vengeance, mais un engagement professionnel avec une rémunération et des limites appropriées. J'ai cliqué sur Envoyer et j'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine, une clarté qui venait de l'affirmation de ma valeur réelle en termes financiers concrets, plutôt que d'accepter la valeur diminuée que Patricia m'avait toujours attribuée. Sa réponse est arrivée dans les 2 heures, et je pouvais sentir le choc rayonner à travers le langage professionnel qu'elle avait essayé de maintenir. Elle n'avait aucune idée que mes honoraires étaient si élevés. Elle avait supposé qu'en tant que famille, nous pourrions trouver quelque chose de plus raisonnable. Elle comprenait sûrement qu'aider la famille était différent de travailler avec des entreprises clientes. Et ne pouvions-nous pas discuter d'un arrangement plus flexible qui tiendrait compte de leurs pressions financières actuelles et de notre relation? J'ai ressenti une bouffée de colère à ce mot flexible, reconnaissant la même dynamique qui avait toujours régi nos interactions, la supposition que je devrais plier et m'accommoder, et fournir mon travail, mon temps et mon expertise à prix réduit ou gratuitement parce que l'obligation familiale ne semblait jamais s'appliquer que dans un seul sens. J'ai attendu le lendemain matin pour répondre, gardant ma réponse encore plus courte. C'est un de mes tarifs standards de l'industrie, qui reflétait mon expertise et ma valeur marchande. Je n'offrais pas de réduction familiale pour les services professionnels, et les termes que j'avais exposés n'étaient pas négociables. Mais je comprenais s'ils préféraient chercher une consultation ailleurs, et je leur souhaitais bonne chance pour trouver un conseiller approprié pour leurs besoins. Je pensais sincèrement cette dernière partie, reconnaissant que je ne ressentirais aucune culpabilité s'il choisissait de travailler avec quelqu'un d'autre, car j'avais enfin intériorisé ce que j'aurais dû savoir depuis le début. Ma valeur n'était pas déterminée par le fait que Patricia m'appréciait ou non, et je n'avais pas besoin de sa validation ou de son entreprise pour savoir ce que j'étais capable de fournir. La réponse de Patricia à ma réitération polie mais ferme des conditions a mis 3 jours à arriver. Et quand elle est arrivée, elle ne provenait pas de son adresse e-mail mais d'un compte d'entreprise appartenant à Richard Whitmore, son mari, que j'avais rencontré peut-être une demi-douzaine de fois au fil des ans lors de réunions de famille, où il avait été assez agréable de cette manière distante que les hommes riches ont avec les parents, qu'ils ne considèrent pas assez importants pour s'en souvenir correctement. Son email était plus soigneusement construit que ceux de Patricia, commençant par la reconnaissance de mes réalisations professionnelles dont il avait récemment pris connaissance,
exprimant un respect sincère pour la réputation que j'avais apparemment bâtie dans le domaine de la conformité de la chaîne d'approvisionnement et expliquant les sérieux défis auxquels leur entreprise d'importation était confrontée avec de nouvelles exigences réglementaires et des pressions concurrentielles qui menaçaient des contrats qu'ils détenaient depuis des années. Le ton était considérablement plus respectueux que tout ce que Patricia avait envoyé, mais l'hypothèse sous-jacente était toujours là dans les derniers paragraphes. Sûrement, étant donné notre lien de parenté, je pourrais comprendre leurs contraintes financières actuelles. Peut-être pourrions-nous discuter d'un plan de paiement plutôt que du montant total à l'avance, et serais-je disposée à donner la priorité à leur évaluation étant donné l'urgence de leur délai de conformité, même s'ils ne pouvaient pas tout à fait respecter le délai de 6 semaines que j'avais proposé. J'ai lu l'email 2 fois, reconnaissant la stratégie de faire appel directement à Richard comme un moyen à la fois de contourner toute tension personnelle existant entre Patricia et moi et une tentative d'aborder cela d'un professionnel à un autre, d'homme à homme, pour ainsi dire. J'ai ressenti cette traction familière de l'obligation socialisée essayant de s'affirmer, la voix qui disait que peut-être je devrais être flexible, peut-être que je devrais aider la famille même s'ils ne m'avaient jamais aidé, peut-être que j'étais mesquine en tenant fermement à des conditions qui semblaient élevées quand j'y pensais vraiment. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce moment dans le couloir de service du country club, luttant contre les larmes, mes pieds me faisant mal et la cruauté désinvolte de ma tante résonnant à mes oreilles. Je me suis souvenu des années de mépris, de comparaison et de me sentir inférieure. Et j'ai compris avec une parfaite clarté que ce n'était pas une question de vengeance ou de mesquinerie, mais de finalement, définitivement, établir que ma valeur était réelle, non négociable et non soumise à une réduction familiale, simplement parce que Patricia n'avait jamais pris la peine de la voir avant d'avoir besoin de quelque chose de moi. J'ai répondu à Richard avec la même courtoisie professionnelle qu'il m'avait montrée, le remerciant de m'avoir contacté et reconnaissant les défis qu'il avait décrits, mais réitérant que mes conditions reflétaient les tarifs standards de l'industrie pour l'évaluation complète dont ils avaient besoin, que l'exigence de paiement initial était ma politique pour tous les nouveaux engagements clients, quelle que soit la relation, et que mes engagements de projet actuels m'empêchaient sincèrement de commencer un nouveau travail plus tôt que le délai que j'avais indiqué, bien que je comprenne s'ils devaient poursuivre d'autres options de consultation étant donné leur délai urgent. J'ai gardé l'email bref et courtois, n'offrant aucune ouverture pour de nouvelles négociations, mais aussi aucune hostilité, juste la limite claire d'une professionnelle qui savait exactement ce que valait son temps et son expertise. 2 jours plus tard, Jennifer a sonné à mon bureau pour dire que Richard Whitmore était en ligne, et si je voulais prendre l'appel, et j'ai senti mon rythme cardiaque augmenter légèrement alors que je lui disais de le mettre en communication, me demandant ce que signifiait cette escalade et me préparant à tenir bon contre tout appel personnel qu'il pourrait faire. La voix de Richard était chaleureuse quand j'ai répondu, me remerciant d'avoir pris son appel, et il a passé les premières minutes à me poser des questions sur mon travail et à exprimer ce qui semblait être un intérêt sincère pour mon parcours professionnel, le genre de conversation que nous n'avions jamais eue lors de ces brèves réunions de famille parce que je n'avais jamais valu son attention auparavant. J'ai répondu poliment en attendant qu'il en vienne au véritable objet de son appel. Quand il a finalement abordé leurs besoins commerciaux, son ton est resté respectueux, mais je pouvais entendre l'hypothèse sous-jacente, l'attente que sûrement, une fois que nous parlerions de personne à personne, je trouverais le moyen d'être plus flexible sur les conditions, en particulier concernant le calendrier de paiement, et la possibilité d'avancer leur projet dans ma file d'attente, étant donné ce qu'il a appelé l'aspect familial de la situation. Je l'ai laissé terminer son argumentaire complet avant de répondre, gardant ma voix calme et professionnelle, alors que j'expliquais que je comprenais que leur situation était urgente, mais que j'avais des engagements contractuels envers les clients actuels que je ne pouvais éthiquement pas léser,
que ma structure tarifaire et mes conditions de paiement étaient cohérentes pour tous les engagements et reflétaient la valeur marchande d'une expertise spécialisée, et que bien que j'apprécie le lien familial, j'avais appris que le maintien de limites professionnelles claires servait en fait mieux tout le monde dans les relations d'affaires, quels que soient les liens personnels. Il y a eu une longue pause sur la ligne, et je pouvais presque sentir Richard recalibrer son approche, reconnaissant peut-être que je n'allais pas plier comme il s'y attendait. Quand il a repris la parole, son ton avait changé pour quelque chose de plus résigné, demandant si je pouvais au moins envoyer les documents du contrat pour qu'il puisse examiner les conditions spécifiques et discuter en interne s'il pouvait répondre aux exigences que j'avais exposées. J'ai accepté immédiatement, professionnelle et courtoise, disant que je demanderais à Jennifer d'envoyer l'accord de consultation standard dans l'heure et que je serais heureuse de répondre à toute question sur la portée du travail ou les livrables une fois qu'il l'aurait examiné. Nous avons mis fin à l'appel avec le genre de formalité polie qui masquait le changement fondamental dans la dynamique de notre relation. Je n'étais plus la parente méprisée, mais la consultante experte dont ils avaient assez besoin pour accepter mes conditions. Le contrat signé est arrivé dans ma boîte e-mail 4 jours plus tard avec une confirmation de virement bancaire de 20 000 $, et je suis restée assise à regarder la notification de paiement, ressentant quelque chose qui n'était pas tout à fait du triomphe mais qui s'en approchait. La validation concrète que mon expertise avait une valeur quantifiable que même Patricia et Richard ne pouvaient rejeter ou minimiser, que j'avais construit quelque chose de réel et de précieux, entièrement indépendamment de leur reconnaissance ou de leur approbation. Je suis arrivée chez Patricia et Richard un mardi matin fin octobre, exactement 6 semaines après la signature du contrat, en remontant l'allée menant à la vaste demeure coloniale dans la banlieue aisée que j'avais visitée d'innombrables fois au cours de ma vie, mais jamais dans des circonstances semblables à celle-ci. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, un aménagement paysager impeccable et cette allée circulaire avec la fontaine centrale qui m'avait toujours semblé excessive. Mais je la voyais d'un œil nouveau, arrivant dans ma Mercedes de location, plutôt que dans ma vieille Honda d'étudiante, portant un porte-documents en cuir contenant ma tablette et mes documents d'évaluation, plutôt que d'arriver les mains vides et diminuées. Patricia a ouvert la porte elle-même avant que je puisse sonner, et l'expression sur son visage était si complexe que j'ai presque eu pitié d'elle. De l'anxiété et une amabilité forcée luttant contre ce qui ressemblait à un ressentiment résiduel d'avoir besoin de moi, que la nièce qu'elle avait traitée comme une domestique soit maintenant la consultante experte qu'elle payait 20 000 $ pour sauver leur entreprise. Elle s'était habillée avec soin pour cette réunion, ai-je remarqué, non pas la tenue de sport décontractée et chère qu'elle portait habituellement à la maison, mais une véritable tenue d'affaires, un tailleur pantalon qui signalait qu'elle comprenait qu'il s'agissait d'un engagement professionnel, même si cela se passait chez elle. « Merci d'être venue, dit-elle, et je pouvais entendre combien d'efforts il lui fallait pour adopter ce ton de courtoisie professionnelle avec moi, pour me parler comme elle le ferait à n'importe quel consultant, plutôt qu'à la parente méprisable que j'avais toujours été pour elle. J'ai souri poliment, et je suis entrée, la saluant avec le même professionnalisme chaleureux, mais distant que j'avais cultivé avec tous mes clients, montrant clairement par mon attitude que j'étais là pour fournir un excellent service, mais que notre relation pour la durée de cet engagement était de consultante à client. Rien de plus intime que cela. Richard est apparu de son bureau, l'air sincèrement soulagé de me voir, me serrant la main avec une vraie chaleur et me remerciant d'avoir trouvé du temps dans mon emploi du temps. Je pouvais voir qu'il avait déjà aménagé leur salle à manger en espace de travail temporaire, avec son ordinateur portable, des piles de dossiers et des manifestes d'expédition qui racontaient l'histoire des défis de leur chaîne d'approvisionnement. Ce qui m'a surprise, c'est de voir Vanessa là aussi, assise au bout de la table de la salle à manger avec son propre ordinateur portable. Le regard sur son visage lorsqu'elle m'a vue
était entièrement différent de la supériorité suffisante qu'elle arborait à son mariage. Elle avait l'air sobre, presque embarrassée, incapable de croiser mon regard alors qu'elle offrait un bonjour discret qui manquait de toute sa condescendance habituelle. Je l'ai saluée d'un signe de tête poli et je suis immédiatement passée en mode professionnel, installant mon matériel et ouvrant mon questionnaire d'évaluation initiale, expliquant comment je voulais structurer notre temps au cours des prochains jours pour recueillir les informations dont j'avais besoin pour élaborer des recommandations complètes. Patricia planait en marge de la pièce comme si elle ne savait pas trop où se situer dans cette dynamique inversée, regardant son mari s'en remettre à mon expertise et suivre mes instructions pour organiser la documentation que j'avais demandée. Je sentais ses yeux sur moi tout au long de cette première heure, alors que je posais des questions techniques détaillées sur leur processus d'importation, leurs lacunes en matière de conformité réglementaire et les vulnérabilités de leur chaîne d'approvisionnement, démontrant la profondeur des connaissances qui m'avaient valu ma réputation et mes honoraires. Le travail lui-même était vraiment intéressant une fois que nous nous y sommes plongés, le genre de résolution de problèmes complexes que j'avais toujours trouvé satisfaisant. Et je me suis perdue dans l'analyse tout en restant consciente de l'étrangeté de toute cette situation. Assise dans la salle à manger de Patricia, grassement payée pour résoudre des problèmes qu'elle ne pouvait résoudre elle-même, traitée avec le respect et l'attention qu'elle ne m'avait jamais accordé quand je n'étais que sa nièce, prouvant à chaque question et observation à quel point elle s'était trompée sur ma valeur et mes capacités. J'ai présenté mon exposé formel le troisième après-midi de la consultation, après avoir passé les 2 jours et demi précédents à mener une évaluation approfondie des opérations de leur entreprise d'importation, à examiner des années de manifestes d'expédition, de contrats avec les fournisseurs et de correspondances réglementaires, à interroger Richard et leurs responsables des opérations sur les processus actuels et à identifier les vulnérabilités systématiques qui les avaient laissés exposés aux nouvelles exigences de conformité qui menaçaient leurs contrats les plus lucratifs. J'avais installé mon ordinateur portable pour projeter sur le grand mur de leur salle à manger, transformant leur espace formel élégant en un véritable lieu de présentation, et tous les trois étaient assis face à moi avec une attention que je n'avais jamais commandée dans cette maison auparavant. Richard penché en avant avec une préoccupation concentrée, Patricia perchée sur le bord de sa chaise avec une anxiété à peine dissimulée, et Vanessa prenant des notes sur son ordinateur portable avec une intensité qui suggérait qu'elle comprenait enfin les graves implications financières de leurs problèmes commerciaux. Ma présentation était complète et professionnellement structurée, commençant par un résumé exécutif de mes conclusions avant de passer à une analyse détaillée de chaque problème majeur que j'avais identifié. Leur dépendance excessive à une seule région de fournisseurs qui créait un risque de concentration, leur processus de documentation obsolète qui ne pouvait pas répondre à un examen réglementaire renforcé, leur manque de système de surveillance de la conformité approprié et leur échec à diversifier leurs partenaires logistiques de manière à fournir une résilience contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui devenaient de plus en plus courantes. Je les ai guidés à travers chaque problème avec des explications claires sur son importance et les conséquences potentielles s'il n'était pas traité, en utilisant des exemples spécifiques de leurs propres opérations pour illustrer les risques. Et je pouvais voir le visage de Richard devenir plus grave alors qu'il reconnaissait à quel point ils étaient proches de perdre des contrats qui représentaient près de 40% de leur chiffre d'affaires annuel. Mais ensuite, je suis passée à la phase des solutions de ma présentation, et c'est là que mon expertise s'est vraiment manifestée, où les 20 000 $ qu'ils m'avaient payés ont démontré leur valeur. Car je n'ai pas seulement identifié les problèmes. J'ai fourni une feuille de route complète pour les résoudre avec des recommandations spécifiques et exploitables, classées par ordre d'urgence et d'impact.
J'avais développé un plan de mise en œuvre par phase qui les amènerait à une conformité totale dans les 6 mois, tout en renforçant simultanément la résilience globale de leur entreprise, en recommandant des systèmes logiciels spécifiques pour le suivi de la conformité, en leur présentant des réseaux de fournisseurs alternatifs avec lesquels j'avais cultivé des relations grâce à mon travail de consultante, en restructurant leur processus de documentation pour répondre aux exigences réglementaires et en créant des protocoles de surveillance qui empêcheraient ces vulnérabilités de se développer à nouveau. Chaque recommandation était accompagnée d'étapes de mise en œuvre détaillée, de coûts estimés, de projections de calendrier et de résultats attendus, le genre de planification stratégique approfondie que Patricia n'avait jamais imaginé que j'étais capable de faire lorsqu'elle me voyait comme rien de plus qu'une main-d'œuvre gratuite pour le mariage de Vanessa. J'ai observé leur visage pendant que je parcourais les solutions, voyant l'expression de Richard passer de l'inquiétude à un optimisme prudent, alors qu'il reconnaissait que les problèmes étaient graves mais solubles, voyant le mélange de soulagement de Patricia et ce qui ressemblait à une véritable surprise face à la sophistication de mon analyse, et voyant Vanessa me regarder avec quelque chose que je n'avais jamais vu de sa part auparavant. Du respect, peut-être à contre-cœur, mais indéniablement réel. Quand j'ai terminé la présentation formelle et ouvert la séance aux questions, Richard a posé des questions intelligentes et détaillées sur la logistique et les coûts de mise en œuvre, et j'ai répondu à chacune avec la confiance qui venait de savoir que mes recommandations étaient solides et basées sur une vaste expérience de l'industrie. Patricia était plus silencieuse pendant la période des questions, mais je pouvais la sentir me regarder avec de nouveaux yeux, voyant enfin ce qu'elle avait méprisé pendant tant d'années. Et quand Richard m'a remercié à la fin et a dit sincèrement que mon évaluation était exactement ce dont ils avaient besoin et valait chaque dollar de mes honoraires, j'ai ressenti une satisfaction qui n'avait rien à voir avec la justification et tout à voir avec le fait d'avoir livré un travail vraiment excellent qui résoudrait de vrais problèmes pour un client, même si ce client se trouvait être une famille qui ne m'avait jamais apprécié jusqu'à ce qu'elle ait besoin de l'expertise que je possédais. Après avoir rangé mon matériel et que Richard ait transféré le dernier versement qui complétait notre contrat, Patricia m'a rattrapé dans le hall d'entrée alors que je me préparais à partir, touchant mon bras avec une hésitation que je n'avais jamais vue chez elle auparavant et demandant si nous pouvions parler en privé quelques minutes, juste nous deux. Je pouvais voir sur son visage que c'était la conversation vers laquelle elle avait tendu pendant les 3 jours que j'avais passés chez elle. J'ai accepté, curieuse malgré moi, et je l'ai suivie dans le salon où nous avions eu d'innombrables réunions de famille au fil des ans, m'asseyant sur le canapé de couleur crème où j'avais autrefois renversé du jus enfant et avais été réprimandée bien plus durement que toute erreur ne le justifiait. Patricia s'est assise en face de moi dans le fauteuil assorti, les mains jointes sur ses genoux dans une posture qui semblait presque contrite, et elle a commencé à parler d'une voix plus douce que son ton confiant habituel, disant qu'elle voulait reconnaître qu'elle ne m'avait pas toujours traité aussi bien qu'elle aurait dû, qu'elle avait peut-être été dédaigneuse par moments, que la situation du mariage en particulier aurait pu être mieux gérée. J'ai écouté en silence, gardant une expression neutre, remarquant avec quelle prudence elle choisissait ses mots, comment ses excuses étaient construites pour minimiser sa culpabilité tout en faisant un geste de reconnaissance de ses torts. Je n'ai jamais réalisé que tu faisais un travail aussi important, a-t-elle poursuivi, et voilà, le message implicite que ma valeur à ses yeux était conditionnelle à ma réussite professionnelle, que je méritais un meilleur traitement maintenant, parce que j'avais prouvé ma valeur selon ses critères, plutôt que parce que j'avais toujours mérité le respect et la dignité de base en tant qu'être humain et sa nièce. Elle a parlé de la façon dont elle avait toujours voulu le meilleur pour tout le monde dans la famille, de la façon dont ses normes élevées la faisaient parfois paraître dures, de la façon dont elle avait été très stressée par les problèmes de l'entreprise de Richard et n'avait peut-être pas été aussi prévenante qu'elle aurait dû l'être,
chaque déclaration étant une justification enveloppée dans le langage des excuses. Je me sentais remarquablement calme en écoutant tout cela, plus en colère, mais pas disposée non plus à accepter cette reconnaissance à moitié comme suffisante. Quand elle a finalement fait une pause, semblant attendre une sorte de réponse qui nous permettrait d'avancer comme si cette conversation avait tout résolu, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé avec le même sang-froid professionnel que j'avais maintenu tout au long de la consultation. Patricia, j'apprécie que tu dises cela, mais j'ai besoin que tu comprennes ce que ces dernières années ont vraiment été de mon point de vue, ai-je dit, et je lui ai rappelé des souvenirs spécifiques avec une précision calme. Le mariage où elle m'avait fait travailler comme main-d'œuvre non rémunérée, tout en me traitant comme invisible, sauf pour critiquer mon service, les années de comparaison avec Vanessa, qui avaient clairement montré qu'elle me considérait comme inférieure, les cruautés désinvoltes et les rejets qui s'étaient accumulés pour former un schéma me faisant sentir sans valeur dans ma propre famille. J'ai observé son visage pendant que je parlais, voyant son inconfort face à ce niveau de franchise, son désir d'interrompre ou de détourner la conversation. Mais j'ai continué à parler, non pas avec colère, mais avec clarté, m'assurant qu'elle comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, de stress ou de normes élevées, mais d'un échec fondamental à voir ma valeur inhérente, indépendamment de mes réalisations ou de mon utilité pour elle. J'ai réalisé que je n'ai pas besoin de ta validation ou de ton approbation pour connaître ma propre valeur, lui ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Je réussis grâce à mon propre travail et à mes propres capacités, pas grâce aux opportunités ou aux relations que tu as fournies, et franchement, la façon dont tu m'as traité au fil des ans a été blessante d'une manière qui ne peut être réparée par une seule conversation maintenant que tu as découvert que je pourrais être utile. Patricia a semblé véritablement décontenancée par mon honnêteté, s'attendant peut-être à de la gratitude pour avoir pris la peine de s'excuser. Je pouvais la voir lutter entre une attitude défensive et quelque chose qui aurait pu être une véritable réflexion. Je suis disposée à maintenir une relation professionnelle si tu as besoin de mes services de conseil à l'avenir, ai-je poursuivi, en gardant une voix égale. Et je suis disposée à être civile lors des réunions de famille. Mais le genre de relation familiale proche où je me rends vulnérable à ton jugement et à tes critiques, où j'accepte ton traitement comme quelque chose que je devrais simplement endurer pour le bien de l'harmonie familiale. Ce n'est pas quelque chose que je suis intéressée à restaurer à moins qu'il n'y ait un véritable changement. Pas seulement des mots, mais un comportement différent et soutenu. Je pouvais voir que ma fixation de limites n'était pas ce qu'elle espérait de cette conversation, qu'elle s'attendait à ce que j'accepte ses excuses partielles et que nous allions de l'avant avec tout aplani. Mais j'avais trop appris sur ma propre valeur pour me contenter de ce genre de fausse paix, et je suis restée ferme alors qu'elle assimilait ce que j'avais dit, son visage montrant l'inconfort de quelqu'un peu habitué à être tenu responsable par quelqu'un qu'elle avait toujours vu comme inférieur dans la hiérarchie familiale. 4 mois après cette conversation dans le salon de Patricia, j'ai reçu un courriel de Richard avec pour objet mise à jour de la mise en œuvre et remerciements. En l'ouvrant, j'ai trouvé un rapport d'avancement détaillé sur la manière dont ils avaient exécuté les recommandations de ma consultation, complété par des indicateurs montrant que leurs problèmes de conformité avaient été résolus et qu'ils avaient réussi à conserver tous leurs contrats majeurs, tout en développant de nouvelles relations avec 2 fournisseurs que je leur avais présentés. Ils me remerciaient de nouveau pour le travail que j'avais accompli et mentionnaient presque nonchalamment à la fin que Patricia lui avait demandé de me transmettre ses salutations et son appréciation pour mon professionnalisme tout au long de l'engagement. J'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas contacté directement, et j'ai reconnu que c'était probablement approprié compte tenu des limites que j'avais fixées, un signe qu'elle tentait au moins de respecter les limites que j'avais établies, même si une véritable transformation était encore en cours. Au cours des mois suivants, il y eut des courriels occasionnels de sa part, toujours brefs et respectueux, demandant de mes
nouvelles ou mentionnant des nouvelles de la famille sans la condescendance ou la critique implicite qui avait caractérisé sa communication pendant des années. Bien que je sois restée cordialement distante dans mes réponses, j'ai reconnu intérieurement que cela représentait plus de changements que ce à quoi je m'attendais de la part de quelqu'un d'aussi ancré dans ses habitudes que Patricia l'avait toujours été. Ma mère m'a dit lors d'un de nos appels téléphoniques réguliers que Patricia avait été inhabituellement silencieuse lors des récentes réunions de famille, moins prompte à donner son avis sur les choix des autres, et qu'elle m'avait mentionné plusieurs fois avec ce qui semblait être une fierté sincère lorsque d'autres parents posaient des questions sur ma carrière, un changement que ma mère semblait trouver à la fois surprenant et encourageant, tout en évitant soigneusement de me presser de me réconcilier plus pleinement. J'ai ressenti de la satisfaction en entendant cela, mais pas une justification triomphante, car j'avais appris à travers toute cette expérience que ma valeur n'avait jamais réellement dépendu de la reconnaissance de Patricia, que la valeur que j'apportais à mon travail et à mes relations avait toujours existé, qu'elle puisse l'avoir ou non, et que la vraie victoire n'était pas de changer sa perception de moi, mais de comprendre pleinement et de revendiquer ma propre valeur inhérente, indépendamment de la validation de quiconque. Ma vie a continué à s'épanouir d'une manière qui n'avait rien à voir avec les dynamiques de ma famille élargie. J'ai été de nouveau promue consultante principale avec un salaire qui avait atteint 285 000 dollars. J'ai été invitée à coécrire un manuel sur la conformité du commerce international qui m'établirait comme une leader d'opinion dans mon domaine. J'ai développé des amitiés avec des collègues qui m'appréciaient, pour qui j'étais vraiment plutôt que pour la manière dont je pouvais servir leurs besoins, et j'ai commencé à fréquenter quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une conférence de l'industrie, qui appréciait à la fois mes réalisations professionnelles et les qualités qui n'avaient rien à voir avec le succès professionnel. L'après-midi où j'ai signé le contrat du manuel, assise dans mon appartement avec la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres de la maison que j'avais créée entièrement par mes propres efforts, j'ai repensé à cette journée humiliante au mariage de Vanessa, où j'avais servi des boissons à des parents qui reconnaissaient à peine ma présence, et j'ai ressenti une profonde gratitude, non pas pour la souffrance elle-même, mais pour la manière dont elle avait clarifié ce que j'accepterais et n'accepterais pas dans ma vie à l'avenir. Comment elle m'avait appris que la reconnaissance la plus importante que je pourrais jamais recevoir était là, reconnaissance que je me donnais à moi-même, et comment elle m'avait finalement conduite à construire une vie définie, non pas par les perceptions limitées des autres, mais par ma propre compréhension de qui j'étais et de ce que je méritais. Je ne suis jamais redevenue proche de Patricia de la manière dont certaines familles auraient pu se réconcilier après un tel parcours, mais j'ai découvert que je n'avais pas besoin de cette réconciliation pour me sentir complète, car la paix que j'avais trouvée ne résidait pas dans une relation extérieure, mais dans la certitude tranquille que j'avais toujours été suffisante telle que j'étais, que ma valeur n'avait jamais été quelque chose que quiconque pouvait accorder ou enlever, et que bien vivre, authentiquement, avec succès, entouré de personnes qui m'appréciaient vraiment, n'était pas une vengeance, mais simplement le résultat naturel de croire enfin en moi autant que je le méritais.